Donc, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce congrès, tout particulièrement Fouad et Hassan, mes amis, pour leur invitation et leur dire combien c'est toujours un plaisir que de venir dans leur pays où on est effectivement toujours accueilli avec amitié et chaleur. Et puis remercier aussi Samir qui a participé à l'organisation de ce programme scientifique. Alors, en 30 minutes, faire donc l'état de l'art de l'endométriose, c'est un petit peu difficile, mais on va essayer. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui m'entourent à Cochin, que ce soit pour la recherche clinique ou la recherche fondamentale, et puis surtout la prise en charge donc, des malades. Et j'ai beaucoup de chance, j'ai des collaborateurs excessivement brillants, comme vous avez pu le constater avec Mathilde. Alors, si vous êtes d'accord, on va regarder un petit peu quelles sont les caractéristiques de la maladie. On verra les nouvelles possibilités du diagnostic, quelles sont les options thérapeutiques, et puis vous proposer une prise en charge moderne. Alors, c'est impossible de parler de l'endométriose sans intégrer, même si ça n'explique pas tout, la théorie de la régurgitation. Une donnée maintenant qui est admise par tous et qui est fondamentale, c'est que c'est une maladie hétérogène. Sous le terme d'endométriose, vous avez plusieurs types de lésions, les lésions superficielles, les endométriomes et les lésions profondes. Et d'autre part, non seulement c'est une maladie hétérogène, mais c'est une maladie qui est multifocale. C'est-à-dire que vous voyez que sur une série de plus de 1000 patients, tout opéré d'endométriose profonde avec l'objectif de faire une chirurgie d'XRS complète, on a retiré plus de 2500 lésions histologiquement prouvées d'endométriose. C'est particulièrement vrai pour les lésions au niveau de l'intestin, c'est-à-dire que quand vous avez un nodule rectal d'endométriose profonde, ça veut dire que dans 10% des cas uniquement, ce nodule est isolé. Donc si vous prenez le chiffre dans l'autre sens, ça veut dire que 9 fois sur 10, quand vous avez un nodule rectal, il y a une autre lésion d'endométriose profonde ou d'endométriome ovarien. D'où l'intérêt, comme l'a dit Eric, du bilan préopératoire radiologique. Deuxième notion fondamentale pour la chirurgie, quand vous avez un nodule rectal, dans 50% des cas, vous avez un nodule sigmoïdien. Donc ça veut dire que déjà dans 50% des cas, si vous faites un shaving rectal, vous faites un traitement incomplet. Et la troisième chose, c'est qu'une fois sur 5, vous avez une atteinte iléosécale. L'atteinte iléosécale est ce diagnostic par l'interrogatoire, vous la confirmerez par la radiologie, c'est des femmes qui ont des crises d'appendicite pendant leurs règles. Si vous ne leur posez pas la question, elles ne vous le diront pas. Ça veut dire que ces femmes-là vont avoir une double chirurgie digestive, à la fois recto-sigmoïdienne et intestinale. Et on a fait un papier sur ce sujet-là avec Louis Marcelin. Et donc, vous voyez que quand il y a une atteinte iléosécale, c'est tout à fait normal, la multifocalité des lésions est plus importante, les lésions sont plus sévères et on a plus d'endométriome. Les lésions urétérales, c'est exactement la même chose. Vous voyez, 76 patientes, et quand je dis lésions urétérales, c'est avec donc une dilatation supérieure de 11 mm de l'urtère à l'IRM ou à l'échographie. Vous retirez pour 76 patients 349 lésions avec un nombre moyen de lésions qui est de 4 à 5 lésions d'endométriose profonde par patient. Et quand vous avez une atteinte urétérale, en tout cas dans notre expérience, dans 80% des cas, vous avez une atteinte digestive. Donc quand vous lisez dans les publications que j'ai traité l'endométriose, que l'auteur a traité l'endométriose par urétérolyse, c'est un mensonge. Il n'a pas traité l'endométriose. Donc 8 fois sur 10, il a laissé une lésion dans le rectum, et c'est pour ça que ces femmes sont opérées et réopérées. C'est une maladie hétérogène, c'est une maladie multifocale, et donc les lésions peuvent être associées. Et vous voyez que l'endométriose profonde peut être associée, dans 35% des cas dans notre expérience, à l'endométriome ovarien, et dans notre expérience, à peu près la moitié des endométriomes ovariens sont associés à l'endométriose profonde. C'est juste essentiel, parce que vous ne traiterez pas pareil une endométriose profonde avec ou sans endométriome pour une femme qui souhaite avoir un enfant. Rapidement, puisque Mathilde vous a fait un excellent exposé, en tout cas de mon point de vue, l'adénomyose peut être associée à l'endométriose. Et pourquoi on le sait? Grâce aux possibilités de l'imagerie, qui est une des révolutions du diagnostic de l'endométriose ces 10 dernières années, que ce soit l'équipe de Petraglia à Florence ou la nôtre à Paris. En Italie, ils l'ont fait avec des échographies, nous on l'a fait avec des IRM. Vous voyez que des populations de femmes jeunes, 30 ans ou moins, 30% des femmes ont l'adénomiose. Ça veut dire que quand vous êtes en consultation, une femme sur 3 que vous voyez, elle a une adénomiose. Et quand ces femmes saignent, elles ne saignent pas à cause de l'endométriose, elles saignent à cause de l'adénomiose associée. Et là aussi, c'est quelque chose qui est essentiel à faire dans la prise en charge. L'autre caractéristique de cette maladie, c'est que c'est une maladie inflammatoire. C'était la thèse de science de Pietro Santulli. On avait étudié, vous voyez qu'il y a énormément de pathways qui sont dysrégulés dans l'endométriose et qui contribuent à une inflammation dans la cavité abdominopelvienne qui va perturber l'interaction entre les spermatozoïdes et les ovocytes. On a montré aussi avec l'équipe du professeur Batteux que vous avez un profil immunitaire qui est différent
chez les patientes endométriosiques, qui va donc diminuer la destruction des cellules d'endomètre et contribue aussi à la prolifération des cellules. Et on a récemment publié que les macrophages étaient impliqués tant chez la souris que chez la femme sur la prolifération des cellules endométriosiques. Il faut bien avoir cette notion en tête que c'est une maladie inflammatoire et une maladie immunologique. Et pourquoi? C'est ce qui explique toutes les associations que vous avez avec l'endométriose. Et donc, il y a des papiers qui ont très clairement montré, notamment Lorraine Métro dans le service, que vous avez une association significative entre les migraines et l'endométriose, et que dans notre expérience, cette association était plus fréquente dans les cas les plus graves, avec des endométriomes ou avec des lésions profondes. Ça explique les problèmes d'association avec les thyroïdites. Si vous interrogez vos patients qui ont l'endométriose, vous serez frappé de voir combien il y a de femmes qui ont des problèmes de thyroïde, ce qui joue aussi pour la fertilité. Il y a une association significative avec l'allergie. Il y a une association significative avec le syndrome du côlon irritable. Il y a 2 méta-analyses récentes qui l'ont très clairement démontré. Ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ça va perturber votre diagnostic. Parce que dans la douleur, qu'est-ce qui est dû au syndrome du côlon irritable ou ce qui est dû à l'endométriose? Ce n'est pas toujours simple. Et ça veut dire que nous, aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec les gastro-entérologues pour prendre en charge de façon combinée cette douleur abdominopelvienne. Et donc, il y a un autre papier un petit peu plus ancien qui a montré cette association. Et ce qui est important, c'est que cette association, elle persiste dans le temps jusqu'à plus de 20 ans après. Donc, ça veut dire qu'il est en train d'arriver à un concept qu'on appelle de l'endométriosis live, c'est-à-dire que ces femmes doivent être suivies pour d'autres pathologies associées que le problème spécifique de l'endométriose. Elles ont un risque, et ça c'est très important pour la prise en charge en matière de fertilité, significatif de ménopause plus précoce que les patientes non endométriosiques. Et vous avez des travaux qui commencent à sortir qui montrent très clairement qu'il y a un profil donc génétique particulier qui démontre que c'est une maladie inflammatoire et systémique. Donc, au départ, pour nous gynécologues, c'était une pathologie de l'endomètre. Vous savez que l'endomètre des femmes endométriosiques est un endomètre qui est différent de celui des femmes qui n'ont pas l'endométriose. Ça peut infiltrer le myomètre, ça peut disséminer dans le pelvis, on peut avoir des atteintes thoracodiaphragmatiques. Le myomètre, c'est l'adénomyose. Au niveau du pelvis, vous avez des atteintes gynécologiques, intestinales, urologiques, qui peuvent être hétérogènes. On a vu les 3 phénotypes. Au niveau de la vessie, vous pouvez avoir des atteintes de l'urologie, vous pouvez avoir des atteintes vésicales ou urétérales. Et l'adénomiose, vous avez les formes focales et diffuses, comme vous l'a présenté Mathilde. Mais à côté de ça, vous avez des associations avec des maladies auto-immunes, avec des pathologies qui sont liées donc au stress et des maladies donc inflammatoires. Donc il faut prendre cette patiente dans sa globalité, et c'est beaucoup plus large que le seul champ du gynécologue. Le diagnostic. Alors le diagnostic, partout dans le monde, quel que soit le système de santé, c'est entre 5 et 10 ans, et ça, on doit changer ça. Donc on a travaillé particulièrement donc là-dessus à Cochin, et on a proposé un score diagnostique qui est fondé simplement sur l'interrogatoire. Et vous voyez qu'en posant quelques questions, on arrive à classer correctement dans 85% des cas les femmes qui n'ont pas l'endométriose, et dans 84% des cas, les femmes qui ont l'endométriose. Le problème de ce score, c'est que vous voyez qu'il y a 4 paramètres, qui sont liés à la douleur. Et l'interrogatoire pour ces douleurs peut être un tantinet subjectif. Donc on a fait un deuxième score qui ne prend en compte que la dysménorrhée et des paramètres qui ne sont pas discutables. Et vous voyez qu'on a exactement les mêmes résultats, 86% pour les témoins et soit 80% pour les endométrioses. Donc voilà la courbe, plus le score sera élevé, plus vous avez un risque d'endométriose. Et donc, à ma connaissance, c'est le seul score au monde qui a été fait sur le plan scientifique de façon aussi robuste, parce qu'on a fait donc effectivement une validation interne. Donc on a comparé, on a tiré au sort, on a calculé sur les 2 tiers de notre population et on l'a validé sur le tiers suivant. Et ensuite, on l'a validé sur une population étrangère en Russie où on a obtenu exactement les mêmes résultats. Donc vous avez plus de 1000 patients dans chaque groupe. Toutes ont eu une exploration chirurgicale, ce qui est fondamental pour les témoins, parce que le problème dans l'endométriose, c'est les patients témoins. Comment est-ce qu'on peut être certain que ces femmes n'ont pas d'endométriose? Parce qu'on les a opérées de fibromes, de kystes séreux, d'infertilité tubaire, et qu'on a mentionné dans le compte rendu opératoire qu'il n'y avait pas d'endométriose, en tout cas macroscopiquement visible. Ça a été fait bien évidemment de façon prospective. On a tenu compte ce que personne n'a fait du phénotype, et à ma connaissance, c'est le seul score qui a une validation interne et externe. On en a parlé dans l'exposé précédent, c'est pour ça que j'ai fait rapide sur la radiologie. Donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord, il y a toutes les méta-analyses, les publications que vous voulez, pour dire que
à part l'endométriose superficielle qui pose des problèmes, pour les endométriomes ovariens et l'endométriose profonde, vous pouvez faire le diagnostic à l'imagerie. Donc, la prise en charge du diagnostic, elle est en train de changer radicalement. C'est-à-dire qu'avec le questionnaire, vous allez sélectionner les patientes à risque d'endométriose et vous allez leur faire, et vous ne pouvez pas prendre en charge correctement l'endométriose si vous ne travaillez pas en étroite collaboration avec des radiologues investis dans cette pathologie, et essentiellement l'échographie vaginale et l'IRM, qui va vous donner le diagnostic de l'endométriose, la cartographie des lésions, et savoir si oui ou non vous avez une adénomiose associée. C'est juste essentiel pour la stratégie. Et sont en train d'arriver aujourd'hui des tests sanguins, biologiques. Il y a plusieurs options qui vont peut-être nous permettre encore de mieux sélectionner les patients à qui on fera des échographies ou des imageries de référence, notamment donc l'équipe de Tenon d'Angers qui travaille donc sur ce test avec les miRNA, qui à mon avis a un très très grand avenir devant lui, à mon avis plus pour le dépistage que pour le diagnostic, parce que vous ne pourrez pas vous éviter de faire la radiologie. Mais si nous, combien de fois on voit des patientes arriver en consultation avec 4-5 échographies qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'il suffit d'interroger les patients et de les examiner, et on voit bien que l'échographie. Donc, on va sélectionner avec ces nouveaux tests les patientes qu'il faudra envoyer dans des centres de référence. Donc, on est en train de passer complètement d'un diagnostic qui était chirurgical, ce qu'on a appris quand on était interne, à un diagnostic non chirurgical, basé sur l'interrogatoire, la biologie et la radiologie. Et pourquoi cette radiologie, donc, elle est essentielle? Ça nous permet de voir qu'il y a non seulement l'endométriose, mais aussi de l'adénomiose chez les adolescents. Et donc là, il y a quelques papiers qui commencent à sortir, dont une étude qu'on est en train de faire donc à Port-Royal. Et donc, vous voyez que les pourcentages de fréquence de l'endométriose chez les patientes sont très, très différents, parce que ça dépend de la population sur laquelle donc, vous travaillez. Mais donc, les 3 papiers récents de cette année vous montrent très clairement que dans la population suisse, c'est l'équipe de Muller, donc sur les 114 patientes, ils ont un chiffre beaucoup moins important que le nôtre parce que c'est des femmes tout venant. Mais vous voyez qu'on trouve non seulement l'endométriose chez les adolescents, mais on trouve aussi des endométriomes et des endométrioses profondes, ce qui veut dire que ça n'est pas que de l'endométriose superficielle. Et là, il va falloir qu'on apprenne comment on va prendre en charge ces jeunes filles. Et donc, vous voyez que dans ces 3 séries également, il y a une association avec l'adénomiose. Et nous, on voit de plus en plus de jeunes femmes de moins de 20 ans qui viennent avec une pathologie algique sévère, qui est plus liée à l'adénomiose qu'à l'endométriose. Alors, quelles sont les options thérapeutiques pour traiter cette maladie? Donc, votre problème, c'est que vous avez au choix le traitement hormonal, la chirurgie, la FIV. Et vous devez traiter la douleur, les hémorragies, c'est l'adénomiose, et l'infertilité. Donc, il faut être très honnête, le traitement hormonal est excellent, il va vous soulager les patients et il va traiter les problèmes hémorragiques. La chirurgie est efficace dans les 3 symptômes et la PMA va vous permettre d'augmenter les chances de grossesse et prendre en charge l'infertilité. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 3 Je regarde le minuteur parce que Samir me regarde avec sa montre en permanence. Voilà comment on prenait en charge l'endométriose il y a encore 5-6 ans. C'est-à-dire que comme on faisait une célioscopie pour faire le diagnostic, systématiquement, on opérait la patiente. Et après, pour certains, on avait la notion de prescrire des traitements médicaux post-opératoires, et vous allez voir que ces chirurgies n'étaient pas toujours faites correctement, et ces patients récidivaient et avaient des interventions chirurgicales à répétition, et finalement, on se posait la question de la PMA en bout de course, quand les femmes étaient âgées, plus âgées, on avait perdu du temps, et deuxièmement, elles avaient été opérées plusieurs fois. Et ça, je pense qu'il faut réfléchir à changer cette attitude. Et donc la chirurgie était systématiquement, quasiment, proposée comme le traitement de première intention parce qu'on l'utilisait pour faire le diagnostic. Aujourd'hui, c'est nécessaire, il n'y a aucune place à la célioscopie diagnostique par endométriose. Et là, cette diapo, elle ne marche jamais. Donc, il y a, donc en 1997, donc il y a plus de 20 ans, Ivo Brossins, qui connaissait très très bien l'endométriose, qui malheureusement est décédé il y a quelques mois, avait donc souligné l'importance de réfléchir à des options qui allaient entraîner un arrêt de la menstruation pour prendre en charge les patients. Donc, pourquoi les traitements hormonaux sont intéressants? Parce que en fonction donc, des propriétés, des mécanismes qui sont impliqués dans l'endométriose, donc la pilule a été démontrée comme étant donc efficace si vous la comparez donc, par rapport au placebo. Le problème des pilules contraceptives, c'est que quand vous arrêtez le traitement, vous avez un risque de récidive important. C'est vrai aussi pour les progestatifs.
Les progestatifs ont des propriétés très intéressantes en matière d'endométriose, indication d'endométriose, et ce d'autant plus s'il n'y a pas d'œstrogène. Et vous avez énormément donc, de publications. Il y a des pays, par exemple, comme l'Italie, l'Allemagne, où ils prescrivent beaucoup plus de progestatifs de première intention que de pilules œstroprogestatives qu'on a plutôt tendance à faire en France. Les progestatifs, donc le Dinogest est un progestatif qui avait été donc, proposé donc, spécifiquement pour l'endométriose. Il faut dire qu'on n'a pas pu l'utiliser au départ en France parce que le visa n'était pas remboursé. Mais donc maintenant qu'on a des génériques, on utilise beaucoup le Dinogest. Il faut être très honnête, c'est un médicament qui n'est pas cher et qui marche excessivement bien avec un traitement donc, de la dysménorrhée, qu'elle soit primaire ou qu'elle soit secondaire. Donc c'est vraiment un excellent médicament qui nous rend beaucoup de services en pratique quotidienne. On a comparé le Dinogest donc à la buséryline acétate. Vous avez la même efficacité que les analogues. Le problème, c'est que vous n'avez pas les effets secondaires des analogues, ce qui est quand même important pour ces femmes qui sont jeunes. Et puis surtout, pour une prescription qui doit être, on le verra, une prescription au long cours. Le problème des progestatifs, c'est la résistance donc, à la progestérone. C'est pour ça qu'on a proposé d'autres alternatives, comme les analogues de la LHRH. Mais vous savez comme moi que ça nécessite une injection, ce n'est pas un comprimé. Il y a ce fameux effet flare-up qui gêne les patients. Il y a l'impact, les effets secondaires importants, notamment sur la masse osseuse. Ça nécessite donc une adbacthérapie, ce qui est compliqué si on part sur des traitements de 4 ou 5 ans. Et puis donc, c'est aussi important en termes de santé publique. Ça a un coût colossal. Donc, ils sont en train d'arriver sur le marché et dans notre panel la possibilité d'utiliser donc, les antagonistes qui peuvent être prescrits de façon donc, orale, qui ont l'énorme avantage d'être immédiatement réversibles à l'arrêt du traitement, qui ont donc une efficacité qui est dose dépendante, et vous n'avez pas d'effet flare-up. Et là, vous avez plusieurs papiers dans des grands journaux. Gudice, qui travaille aux États-Unis, a publié dans le Lancet, a bien démontré, quand vous comparez au placebo, l'efficacité donc, des antagonistes. Et puis 2 papiers très importants d'équipes japonaises qui donc, ont montré donc, de façon dose dépendante, pour ce produit-là, donc la dose de 40 mg, était efficace sur la dysménorrhée par rapport à 20 ou 10 mg, ou bien évidemment par rapport au placebo. C'est efficace dans la dysménorrhée, mais c'est aussi efficace dans la douleur pelvienne chronique et dans les dyspareunies. Donc là aussi, c'est donc des médicaments qui sont excessivement encourageants et qui vont donc arriver donc, sur le marché donc, dans les mois ou les années qui viennent, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça sera chez vous. Autre grosse publication, professeur Harada donc, au Japon, qui a comparé, lui, les antagonistes aux analogues de la HRH, avec tous les avantages des antagonistes par rapport aux analogues. Et vous voyez que l'effet sur la dysménorrhée est excellent. Et c'est pareil sur la douleur pelvienne chronique, la douleur non menstruelle et les dyspareunies. Donc là aussi, on semblerait qu'on ait une alternative intéressante. Le seul problème de tous ces médicaments, pour le moment, c'est que c'est des traitements qui sont contraceptifs et qui n'auront aucune place chez les patients qui souhaitent être enceintes. Et donc, le jackpot serait effectivement d'avoir des traitements qui soulagent les patients sans effets contraceptifs. L'autre option thérapeutique que vous avez, c'est la chirurgie. Alors la chirurgie, même si je suis chirurgien, il faut être honnête, elle est efficace sur la stérilité, elle est efficace sur la douleur, mais elle a quand même certains effets secondaires aussi, comme les médicaments. Donc le problème, il y en a quelques-uns pour la chirurgie, c'est l'impact sur la réserve ovarienne, et même si vous êtes le meilleur chirurgien du monde, quand vous opérez des kystes ovariens, vous diminuez la réserve ovarienne, a fortiori si la patiente est présente des endométriomes bilatéraux. C'est quand même le cas dans 20 à 25% des cas, en tout cas dans notre recrutement. D'autre part, cette chirurgie doit être bien faite. Et c'est une chirurgie qui est difficile. On vous a montré tout à l'heure que c'était une pathologie multifocale. Vous pouvez avoir 5 ou 6 lésions d'endométriose profonde, plus ou moins des endométriomes ovariens. Moi, je pense que c'est plus compliqué d'opérer une endométriose profonde sévère qu'un cancer de l'endomètre avec les curages ou les prélèvements ganglionnaires. Et donc, ce travail nous a fait complètement réfléchir à notre prise en charge. Quand on a regardé donc, la gravité de l'endométriose, c'est-à-dire la multifocalité des lésions dans notre expérience, ça date d'il y a 10 ans, eh bien, on a vu que plus il y avait de lésions d'endométriose profonde, plus les patientes avaient déjà été opérées. Ce n'est pas la chirurgie qui a fait proliférer l'endométriose. C'est parce que ces femmes, elles ont été opérées par des gens qui sont occupés du problème annexiel. L'endométriome ovarien, je vous dis, ne fait pas mal. Un cancer de l'ovaire de 5 cm, ça fait pas mal. Donc l'endométriome ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est les adhérences qui bloquent le pelvis et les lésions d'endométriose profonde. Et donc, l'endométriome, il récidive dans 15% des cas. Donc, on réopère les femmes 1, 2, 3 fois. Puis après, elles arrivent en bout de course dans des équipes qui veulent faire une prise en charge multidisciplinaire. Donc, c'est une chirurgie qui est compliquée et qui nécessite d'être faite correctement.
si vous ne donnez pas de traitement post-opératoire, et c'est normal parce que le problème de l'endométriose, c'est quoi? C'est l'endomètre. Donc si vous ne donnez pas de traitement médical post-opératoire qui bloque la menstruation, même si vous êtes le meilleur chirurgien, vous aurez des récidives. Et ce papier donc est très intéressant, mais il date de longtemps, de l'équipe de Fedele donc à Milan, qui a montré que le facteur de risque de récidive le plus important pour eux était le jeune âge des patients. Si les femmes avaient moins de 25 ans, elles récidivaient plus. Ça, c'est normal, c'est-à-dire que si vous êtes d'autant plus jeune, vous allez avoir plus de menstruations après intervention. Si vous avez des formes très graves, alors que vous êtes une jeune patiente, peut-être que c'est une endométriose qui est différente et plus agressive. Et puis je pense que surtout, parce que vous êtes jeune, on ne fait pas la chirurgie qu'il faut faire. Donc si la femme a 22 ans et qu'elle a une endométriose rectale, soit vous décidez de l'opérer ou pas l'opérer, ça c'est la première question. Mais si vous l'opérez, il faut lui faire la chirurgie qu'il faut lui faire même si elle a 22 ans. Sinon ça ne sert à rien. Et là, il y a deux papiers donc, qui montrent, donc un papier donc, japonais qui montre que plus les femmes jeunes sont opérées, plus il y a un risque de récidive. Et ce papier de Felice Petraglia qui montre que la qualité de vie est d'autant plus profitable pour la patiente si la chirurgie a été faite plus tardivement. Donc la limite majeure du traitement chirurgical, outre le fait que c'est indéniable l'impact sur la réserve ovarienne et la qualité du geste opératoire, c'est que quoi que vous fassiez, vous ne traitez pas l'endomètre pathologique de ces patients. Et ça, moi j'ai compris ça il y a une dizaine d'années, et ça a changé complètement notre approche à Cochin de l'endométriose. La chirurgie, ce qu'il faut savoir, et ça c'est essentiel dans la stratégie, les grossesses surviennent dans les 12 à 15 mois après la chirurgie. Pourquoi? Parce que vous avez opéré les patientes, mais ce que vous avez fait, est-ce que c'est le fait d'enlever un kyste de l'ovaire qui rend la femme fertile? C'est que vous avez traité l'inflammation dans le pelvis, et comme cette femme doit avoir des règles pour être enceinte, au bout d'1 an, elle a à nouveau une pollution du liquide péritonéal avec une inflammation qui gênera la grossesse. C'est juste essentiel ce résultat-là parce que ça va nous aider à prendre la décision du moment pour opérer la patiente. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est une maladie inflammatoire. La troisième option que vous pouvez avoir, c'est la procréation médicalement assistée. Alors, il y a de multiples méta-analyses qui démontrent très clairement que la FIV marche très bien dans l'endométriose. On avait montré dans l'équipe avec Chloé et Pietro que c'était valable quel que soit le phénotype de l'endométriose, superficielle, profonde ou endométriome, et que quand vous regardiez les facteurs qui affectaient les résultats de fertilité en PMA, pour les femmes qui avaient l'endométriose, eh bien c'était corrélé à deux choses, la réserve ovarienne, ça c'était juste attendu, et le fait, et dans une analyse multivariée, donc des facteurs indépendants, et le fait que les femmes avaient déjà été opérées de leur endométriose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas opérer les endométrioses, on en opère tous les jours dans le service, mais on ne les opère plus de la même façon et pas au même moment. La PMA. Pour moi, ce papier, Rouen est dans la salle, a changé ma façon de voir l'endométriose en fertilité. C'est pas prospectif, c'est pas randomisé, c'est tout ce que vous voulez, c'est soi-disant pas bien. Ça a juste changé la prise en charge de l'endométriose. Il a démontré, il y a 20 ans, qu'on pouvait faire des procréations médicalement assistées sans enlever les endométriomes ovariens. C'est juste, pour moi, une révolution. Donc nous, on a fait la même chose sur les endométrioses profondes. Il fallait être un petit peu courageux de faire des PMA chez des femmes qui avaient l'endométriose profonde sans être opérées. Eh bien, vous voyez que pour les femmes qui n'ont pas d'antécédents chirurgicaux, c'est-à-dire qu'on a fait la PMA, on sait qu'elles ont l'endométriose profonde parce qu'elles ont un bon bilan radiologique, eh bien, on a des taux de grossesse qui sont juste excellents. Et dans un deuxième papier beaucoup plus sélectionné, on a pris simplement des femmes qui ont de l'endométriose profonde avec une atteinte intestinale, et vous voyez qu'on a des taux cumulatifs de grossesse qui sont excellents. Donc, quand vous présentez ces résultats à une jeune femme de 25 ans, est-ce qu'elle préfère avoir une résection digestive ou une PMA? Eh bien, il y a beaucoup de femmes qui choisissent la procréation médicalement assistée. Et dans ce travail, ce qui est intéressant, c'est non seulement elles avaient une endométriose profonde, mais dans 75% des cas, elles avaient un endométriome qu'on n'a pas pu s'opérer. Et tenez-vous bien, dans 90% des cas, elles avaient une adénomiome. Et on a fait la procréation médicalement assistée, comme vous l'avez dit, Mathilde. Donc aujourd'hui, quand on a ces résultats-là, on ne peut pas se dire systématiquement qu'il faut opérer les patients. Ce n'est pas possible. Et si vous comparez la chirurgie et la PMA, et c'est là où il faut travailler dans une équipe multidisciplinaire, globalement, vous avez des résultats qui sont comparables en termes de grossesse, entre 30 et 40% dans les bons centres de PMA et dans les bonnes équipes de chirurgie. Donc ce n'est pas là-dessus qu'il faut décider. Le problème de la chirurgie, c'est quoi? C'est le risque de complications, on en a parlé, essentiellement les chirurgies inutiles ou mal faites, et l'impact sur la réserve ovarienne. Le gros avantage de la chirurgie, c'est que vous allez augmenter les chances de grossesse et vous allez traiter la douleur. La PMA, il y a peu de gros problèmes donc en PMA. Le gros avantage de la PMA, c'est que vous pouvez faire la PMA sans l'opérer, sans enlever les endométriomes,
et sans enlever l'endométriose profonde. Alors comment faire? Comment choisir? Alors, ce qui a changé complètement, c'est important de comprendre que c'est les modifications de la prise en charge diagnostique de l'endométriose qui fait qu'on ne fait plus de célioscopie pour diagnostiquer, qui va changer la prise en charge thérapeutique de la maladie. Donc on a vu qu'on pouvait, si vous aviez une bonne collaboration entre les gynécologues et les radiologues, faire un diagnostic non chirurgical de l'endométriose qui va être affiné par les tests biologiques dans les années qui viennent. Et donc ça, c'est un nouveau paradigme du diagnostic de l'endométriose. Et avec cette évolution moins agressive dans le diagnostic, vous avez plusieurs sociétés savantes aux États-Unis, au Canada, l'ESHRE qui l'a republié cette année dans ses nouvelles recommandations, la World Endometrial Society et le NICE en Grande-Bretagne, qui ont osé publier, affirmer dans leurs recommandations qu'on pouvait parfaitement prescrire un traitement médical hormonal chez les femmes endométriosiques sans preuve histologique. Ces femmes n'ont pas de cancer. On peut parfaitement les traiter. Une femme qui a un endométrium de 4 cm, on peut lui donner du Dynogest et la surveiller. D'accord? Donc ça, c'est une véritable révolution. Donc, notre proposition, nous, c'est de réfléchir au meilleur moment qu'il faut pour opérer ces patientes endométriosiques. Et comment vous allez planifier le meilleur moment? En utilisant les traitements médicaux sur le long cours. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous diagnostiquez une endométriose avec votre radiologie, parce que vous êtes compétent, qu'il faut systématiquement l'opérer à ce moment-là. Il faut vous déterminer quel est le meilleur moment pour opérer la patiente. Donc ça, c'est les résultats d'une équipe qui est excessivement chirurgicale. C'est l'équipe d'Horace Roman, donc à Bordeaux. Vous voyez que même les gens qui sont plutôt pro-chirurgicaux, qui ne présentent que les résultats de chirurgie, de temps en temps, ils ne les opèrent pas. Puisqu'ils ont fait des IRM à 38 mois d'intervalle pour des femmes qui avaient de l'endométriose profonde qui infiltrait le rectum. On vous dit que ça progresse dans 30% des cas, les lésions. Moi, je préfère lire que ça ne progresse pas dans 70% des cas. Et ce qui est très intéressant dans ce papier, je vous répète, fait par une équipe chirurgicale, c'est que tout dépend de la progression de ce que vous faites après, avec les patients. Et si vous leur donnez un traitement aménorrhéique, peu importe lequel, eh bien, il n'y a pas de progression. Donc ça, il faut prendre ça en compte aussi. Je pense qu'il y a peut-être une progression sur le plan histologique vers la fibrose des lésions, mais il n'y a pas de progression des nodules. Donc vous allez prescrire les traitements hormonaux de façon progressive, en tenant compte du coût, bien évidemment. Vous allez commencer alors par les pilules ou par les progestatifs, orales ou par voie intra-utérine, peu importe. Et si ça ne marche pas, eh bien vous utiliserez le Dynogest, on pourrait le mettre en first line, les analogues ou les antagonistes. Donc aujourd'hui, la situation clinique, elle est de deux façons. La femme vient vous voir parce qu'elle veut un bébé, ou la femme vient vous voir parce qu'elle a une douleur sans désir de grossesse ou sans infertilité. Eh bien aujourd'hui, une femme qui vient vous voir pour douleur pelvienne, sans désir de grossesse ou sans infertilité, son traitement de première intention doit être le traitement médical. Et là, on le prescrit, comme on l'a dit, de façon progressive. Ce que je ne sais pas, c'est à qui il faut faire une préservation d'infertilité. Sûrement pas à toutes les femmes qui ont l'endométriose. Et ça, à l'avenir, il va falloir qu'on précise. Et si ça marche, le traitement médical, vous allez surveiller la patiente par l'interrogatoire, l'examen clinique et l'imagerie. Si vous faites un traitement médical, vous changez les médicaments, vous avez donc bien essayé, la femme ne les supporte pas ou ce n'est pas efficace, eh bien, vous allez vous poser la question de la chirurgie. Alors là, vous vous reposez aussi la question de la fertilité. Et je pense que si vous opérez une femme qui a une endométriose, qui est résistée au traitement donc médical, ça va être un peu compliqué aussi après la chirurgie, de represcrire des traitements médicaux. Donc je pense que ces femmes, si elles ont un endométriome, il faut leur proposer une préservation de la fertilité. Et vous donnez un traitement médical post-opératoire et vous surveillez la patiente. Et si vous avez une vraie récidive, alors que vous avez fait un traitement complet, eh bien à ce moment-là, il faut quand même, plutôt que de réopérer les patients, essayer de trouver une alternative médicale. Et c'est d'autant plus intéressant qu'est sorti donc à la fin de l'année, au mois de décembre dernier, dans Obstétrique et Gynécologie, un papier sur l'évaluation du coût de la prise en charge de l'endométriose. Et vous voyez que, ce qui est tout à fait logique, ces femmes ont une prise en charge médico-chirurgicale. La stratégie qui coûte le plus cher à la société, c'est la prise en charge chirurgicale d'emblée. C'est le cas. Et si vous regardez là, c'est exactement c'est les chiffres, ça coûte 2 à 3 fois plus cher. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les opérer.
Ça veut dire qu'il faut utiliser globalement les 3 options thérapeutiques que vous avez et jouer votre carte de la chirurgie au bon moment. Donc, si vous avez bien intégré, si vous êtes d'accord avec le fait que l'endométriose est une maladie inflammatoire, que vous faites un diagnostic qui est non chirurgical, que les traitements médicaux sont efficaces chez de très nombreuses patients, que vous pouvez faire une PMA sans opérer vos femmes, que vous avez, ce qui est logique, des limites et des risques à la chirurgie, et que surtout, les grossesses surviennent rapidement après la chirurgie, on pense, nous, à Cochin, que ce n'est pas au moment où vous diagnostiquez l'endométriose qu'il faut faire la chirurgie, c'est au moment où la femme veut un bébé. Et vous allez patienter avec les traitements médicaux pour l'opérer si elle n'y arrive pas, parce que vous avez quand même des femmes qui ont des lésions d'endométriose assez importantes et qui sont enceintes spontanément. Donc, on revient sur notre flèche. Je vais terminer dans les temps. On revient sur notre flèche et donc on a 3 propositions thérapeutiques à vous faire. La première, c'est que maintenant, on ne fait plus de diagnostic chirurgical, on fait un diagnostic non chirurgical. Et à ce moment-là, vous donnez le traitement médical. Et la question qui se pose, c'est quand elle veut un bébé, vous arrêtez le traitement médical. Et si elle n'arrive pas à être enceinte spontanément, effectivement, vous allez l'opérer. Et si ça ne marche pas, vous ferez une FIV. Mais vous allez faire la chirurgie au début, quand elle veut un bébé, et vous ferez la PMA après une chirurgie. Vous aurez un taux cumulatif de grossesse dans la deuxième ligne bien plus important que dans la première. Autre option qu'on fait souvent à Cochin. Ces femmes qui ont des lésions importantes, en tout cas des lésions profondes qui nécessitent des chirurgies type cystectomie partielle, résection intestinale. Elles ne veulent pas de chirurgie. Dans les meilleures équipes du monde, vous avez quand même 8 à 12, 13% de vraies complications type de fistule. On a 7 ou 8% de fistules. C'est pas rien d'avoir une fistule recto-vaginale quand vous avez 30 ans et que vous avez une pathologie bénigne. Il y a l'impact aussi sur le fonctionnement vésical. 25% des femmes ont des problèmes, souvent résolutifs avec le temps, de miction, de vessie neurologique. Donc il y a des femmes qui ne veulent pas. Eh bien, on a montré que vous leur donnez les traitements médicaux, quand elles veulent un bébé, vous leur faites d'emblée une FIV. Et peut-être que ces femmes-là, on ne les opérera jamais. Mais c'est pas grave, tant mieux pour elles. Et la troisième, c'est ce que vous avez, c'est Mathilde dans son topo, c'est les femmes, pour moi, qui ont une adénomiose sévère. C'est-à-dire que vous avez une adénomiose associée à une endométriose profonde, vous allez faire une résection intestinale, une cystectomie partielle, et vous allez laisser un utérus qui est bourré d'endométriose, qui va continuer à saigner et qui va continuer à faire mal. Donc cette femme, elle ne sera pas soulagée. Donc ces femmes-là, on leur fait, avec le protocole qu'on vous a dit, quand elles veulent être enceintes, d'emblée une PMA, c'est-à-dire les protocoles ultra longs et transfert différés. Et quand on a les bébés, et ça je ne faisais pas ça il y a 5 ou 10 ans, à 38 ans, elles nous demandent l'hystérectomie. Parce qu'elles mangent des médicaments depuis qu'elles ont 15 ans. Elles en ont assez, elles n'en peuvent plus. Donc, elles ont leurs 2 ou 3 bébés. Et à ce moment-là, on fait une chirurgie, effectivement, d'endométriose. On traite toutes les lésions et on fait une hystérectomie. Et elles sont juste ravies parce qu'elles ne saignent plus, elles ont plus mal et puis elles n'ont pas de médicaments. Alors, ce que je ne sais pas, c'est où placer la fertilité de la préservation de la fertilité, pardon. Est-ce que c'est au moment du diagnostic? Alors, on ne peut pas le faire à toutes les patientes. Donc, c'est quelque chose auquel on réfléchit donc avec Pietro. Mais il y a certaines patientes pour lesquelles, quand on va diagnostiquer l'endométriose, parce que les femmes, je pense que c'est la même chose au Maroc, veulent les bébés de plus en plus tard. Si vous diagnostiquez un endométriome à 22 ans, vous pouvez faire une préservation de la fertilité. Et si elle n'arrive pas à être enceinte à 33 ans, par exemple, et que soit vous faites une FIV ou soit vous l'opérez, eh bien, vous allez faire une FIV avec des ovocytes qui datent de 10 ans avant. Donc, vous aurez de meilleurs résultats. Ça, il faut le confirmer. L'autre option, c'est l'option que fait Juan Garcia Velasco donc, à Madrid. Ils ont publié avec Mme Kobe de très bons papiers donc, là-dessus. C'est donc, si la patiente est une indication de chirurgie pour endométriose, ils font la préservation de la fertilité avant l'opération. Et je pense que c'est très bien. Et ensuite, la femme, ils essayent qu'elle soit enceinte spontanément. Et si elle n'est pas enceinte spontanément, ils vont faire la PMA après la chirurgie, mais avec les ovocytes qui ont été recueillis avant. Or, on a montré que les résultats de la PMA étaient corrélés à la réserve ovarienne, chez nous, c'est la même chose chez eux, et au fait que la patiente ait été opérée. Donc, vous augmenterez les chances de la PMA si vous faites cette stratégie-là. Et d'ailleurs, les résultats qu'ils publient, parce que là, ils ont déjà des résultats là-dessus, sont juste excellents. La chose qui est certaine et qu'on a publié avec Pietro, c'est que si vous faites une préservation de la fertilité, dans tous les cas, il faut la faire avant d'opérer la malade. Donc, pour conclure, c'est une maladie hétérogène, multifocale,
30% des femmes ont de l'adénomiose, avec ou sans endométriose, avec là aussi une hétérogénéité entre les formes diffuses et focales. C'est une maladie inflammatoire et systémique. Il faut définir la place de la fertilité-préservation chez ces patientes-là. Et vous avez vu, grâce au progrès de la radiologie, il y a véritablement des jeunes femmes de moins de 20 ans qui ont des lésions sévères, endométriosiques, ovariennes ou profondes à la période de l'adolescence. Donc la révolution, c'est la prise en charge non chirurgicale sur le plan diagnostique. Et cette révolution diagnostique va changer complètement la prise en charge thérapeutique. Donc la dernière diapositive, diagnostic non chirurgical. Vous pouvez prescrire des médicaments sans avoir une preuve histologique, éviter des chirurgies donc inutiles et répétitives. Vous pouvez faire des PMA sans opérer vos patientes au préalable. Le traitement chez les femmes douloureuses sans désir de grossesse est un traitement médical de première intention. Et donc, considérez ces patientes, elles naissent avec leur endomètre, et elles vont mourir avec leur endomètre. Vous ne changerez jamais l'endomètre de ces patients. Donc, il faut les prendre sur leur période de 15 à 40 ans et leur permettre d'avoir des bébés, de ne pas souffrir et d'être opérés le moins possible. Et si vous voulez, donc on peut discuter de tout ça l'année prochaine à Genève, on fera le 10e congrès de la CEOUT. Je vous remercie. Merci Charles pour cet excellent topo. Moi j'ai juste une petite question. C'est vrai que les dernières recommandations de l'ECHRE, effectivement, on ne fait plus comme avant, devant toute suspicion d'endométriose, une célioscopie diagnostique. Est-ce qu'il reste quand même une petite place devant une imagerie négative chez une femme ultra douloureuse? Je fais allusion par exemple à l'endométriose superficielle. Est-ce qu'il quand même reste pas une petite place pour la célioscopie? Ça c'est la première question. Et la deuxième, concernant le traitement médical, première ligne, vous avez une préférence pour le Dinogest ou carrément la pilule? Et si c'est une pilule, est-ce que c'est en continu ou en discontinu? Alors, c'est plus physiologique, effectivement, de prescrire des pilules pro-progestatives. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, je travaille beaucoup avec le professeur Petraglia, donc en Italie, ils ont plus le réflexe progestatif qui est plus adapté quand même à l'endométriose. Donc la pilule est plutôt mieux supportée par les patients. Donc moi, je prescris plutôt de première intention donc la pilule. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à prescrire le Dinogest ou voilà, les 3 génériques qu'on a, parce qu'il faut être honnête, ça marche excessivement bien. Et alors la première question, elle est très intéressante, parce que moi, je pense qu'il n'y a aucune place à la célioscopie diagnostique. Parce que si vous avez un bon radiologue, il verra votre nodule d'endométriose profonde et il verra votre endométriome ovarien. Donc se pose le problème de l'endométriose superficielle. Donc, moi, je pense qu'il y a 2 choses à faire. La première, c'est faire ce que nous, on appelle un test diagnostique. C'est-à-dire que vous donnez du Dinogest ou 3 mois d'analogue. Si la patiente, elle a toujours mal, c'est que ce n'est pas de l'endométriose. Et c'est des fibromyalgies, c'est des syndromes du côlon irritable, c'est des cystites interstitielles que moi, j'ai aucune honte. Je ne les cherchais pas il y a 10 ans. Et moi, j'en trouve tous les jours, hein, des syndromes du côlon irritable. Donc, ce n'est pas la célioscopie qui va régler le problème. Et si par contre, ça, ça bloque la douleur, c'est qu'il y a une contribution de l'endométriose à la symptomatologie douloureuse. Si vous avez donné 3 analogues, vous prenez le relais avec une pilule ou avec des progestatifs. Et c'est là où je crois, on en parle souvent donc avec Samir, que ces tests diagnostiques biologiques vont nous aider. À ce moment-là, vous faites un test salivaire à cette femme-là et vous saurez si c'est la l'endométriose ou pas. Pas la peine d'aller lui faire une célioscopie. Et ça, je pense que la place dans ces... moi, je pense que ces tests biologiques vont avoir une énorme place pour les quelques cas de diagnostic difficile, vont permettre d'orienter les patientes, parce qu'ils vont faire des tests, on n'aura peut-être pas les mêmes profils de LIRNA chez les femmes qui ont des endométrioses ou des endométrioses profondes, etc., dans les bons centres. En France, on est en train de construire ce qu'on appelle les filières. Je ne peux pas voir toutes les endométrioses de la région parisienne. C'est juste pas possible. C'est pareil pour Jean-Marc. Donc, on ne peut pas envoyer dans les centres de référence toutes les femmes qui sont suspectes d'endométriose. Donc, c'est là où les tests vont être excessivement donc, importants pour sélectionner donc, les patients. Donc, moi, si j'ai un doute, je ferai un test salivaire. Bonjour. Merci pour votre excellent exposé. Je l'ai vu 4 ou 5 congrès. C'est toujours un plaisir de... Bon, je radote, c'est ça. Vous dites que je radote. J'apprends toujours. Quelques réflexions par rapport au contexte marocain. Par rapport où? Au contexte marocain. Oui. Par rapport au diagnostic, c'est vrai que votre score est excellent et ça a le mérite de standardiser la prise en charge et peut-être l'exploitation des dossiers après.
en termes de diagnostic, je trouve que vous faites beaucoup d'examens complémentaires. Avec de l'expérience et plus ça avance, plus je suis convaincu que l'échographie, surtout dans notre contexte marocain, où l'accès à l'IRM et peut-être même la lecture de l'IRM qui est un peu difficile, l'échographie devrait prendre une place beaucoup plus importante. Pour la prise en charge, c'est vrai que tout le monde est d'accord pour que ce soit à la carte après une discussion pluridisciplinaire. Le traitement médical, il y a deux problèmes, c'est la tolérance et la résistance. Donc, on est limité avec le temps. Souvent, ces patients, on est obligé de les opérer. Surtout dans notre contexte marocain, on reçoit des patientes à des stades un peu plus évolués. Je ne sais pas si c'est de l'endométriose connue dans notre population ou pas, mais souvent, c'est des stades où il y a vraiment une indication opératoire. Et pour finir, donc souvent, ces patientes, le message qu'il faudrait passer aussi, c'est ne pas être devant des patientes qui doivent être opérées et de les mettre sous traitement médical. Ça aussi, vous avez le mérite de changer le paradigme, mais il ne faut pas non plus tomber dans ce contexte, une endométriose urétérale avec un risque de perte rénale ou un syndrome subocclusif qui va se compliquer après. Donc, je pense que c'est un message aussi important dans notre contexte. Voilà. Alors, Donc, c'est une population différente. Il faut opérer le moins possible, mais garder à l'esprit que dans notre contexte, il faut suivre les règles diagnostiques, avoir une préférence pour l'échographie et être un peu plus chirurgical aussi parce que la prise en charge en AMP n'est pas aussi facile que en France ou ailleurs où les fils sont pris en charge. Voilà, c'est quelques différences un peu nuancées dans notre contexte. je vous remercie parce que c'est deux questions, deux remarques qui sont juste frappées du coin du bon sens. Et moi, je crois que ce n'est pas du tout propre au problème marocain. C'est-à-dire que, prenons la deuxième question en premier, sur le traitement médical. J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas opérer, mais je pense qu'on voit beaucoup d'endométriose. Je vois Jean-Luc Pouly, il y a Jean-Marc qui est là. Enfin, vous n'avez pas tous les jours une atteinte urétérale avec un impact sur le rein. Vous n'avez pas tous les... le message qu'on véhicule sur le risque de cancer des endométriomes, c'est malhonnête. Moins d'un endométriome ovarien va se cancériser. Les maladies rectales n'a jamais d'occlusion. On a opéré une vingtaine de femmes qui ont des occlusions. C'est des patientes qui ont des lésions de la jonction iléosécale ou des lésions du grêle. C'est exceptionnel. Les deux dernières que j'ai opérées, c'est en occlusion. Oui, non, mais on peut tous sortir donc un dossier, mais il ne faut pas mettre ça dans la tête des femmes parce que ce n'est pas ça la pratique quotidienne. C'est évident que c'est une atteinte urétérale, il faut l'opérer. C'est évident que c'est une subocclusion, il faut l'opérer. Mais je pense qu'on voit 70 endométrioses par semaine à Cochin, on n'en voit pas tous les jours. Or, je crois qu'aujourd'hui, on a une des plus grosses séries d'endométriose urétérale. En 15 ans, on en a fait 150. Bon. Donc, et deuxièmement, sur ce problème du traitement médical, après la chirurgie, on enlève les quelques cas exceptionnels qui sont des indications chirurgicales d'emblée. Après la chirurgie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner le traitement médical. Bon, eh bien, essayez déjà, si la femme ne veut pas être enceinte, par un traitement médical. Si ça ne marche pas, c'est dans l'arbre diagnostique, eh ben, on l'opère. Mais vous avez le temps de vous organiser, vous avez le temps de faire votre bilan et vous avez le temps d'avoir la cartographie. Donc, ne gâchez pas cette possibilité pour la femme. Et deuxièmement, là, votre première question, c'est juste la même chose. C'est sans aucune prétention de notre part. Nous, on a fait aussi beaucoup d'IRM parce que c'est notre job d'équipe universitaire d'évaluer les techniques, de comparer l'échographie par rapport à l'IRM, etc. Et que, notamment pour la dénomiose, on pensait que c'était moins subjectif que l'échographie, qui est quand même très opérateur dépendant. Aujourd'hui, nous, quand on a une mauvaise IRM, on prend le CD et on le fait relire, on ne refait plus les IRM. Les causes, n'est pas possible, vous n'avez pas regardé les bandes d'échographie. Donc, c'est évident, et là, je suis d'accord à 100% avec vous, c'est un interrogatoire, plus ou moins des tests diagnostiques, on verra dans l'avenir, une bonne radiologie, et l'examen de première intention, c'est l'échographie par voie endovaginale, par quelqu'un qui est bien. Et si vous avez un doute sur une maladie diffuse, sur une atteinte iléosécale, etc., vous pouvez de faire une IRM, mais sûrement pas systématiquement, je suis entièrement d'accord avec vous. Et vous pouvez même prendre des décisions digestives avec l'échographie par voie vaginale. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'atteinte iléosécale, c'est 1 fois sur 5. Hein. Jean-Luc? Oui, ce que tu as fait, Charles, c'est très bien. Je crois que tu as bien schématisé tout ce qu'on pense depuis un certain nombre d'années. Et tu as posé une des questions les plus difficiles, qui est la préservation de la fertilité. Aujourd'hui, la préservation de la fertilité, c'est une mode. Et je pense qu'il faut la faire dans l'endométriose
de temps en temps, mais on l'a fait beaucoup trop. Ça coûte excessivement cher. Pourquoi? Parce que quand on regarde les résultats de la FIV, la PMA chez une femme qui a de l'endométriose, eh bien, ils sont meilleurs que si cette dame a un problème de trompe. C'est l'inflammation, Jean-Luc. Ouais. Mais la difficulté, elle vient aujourd'hui de deux choses. Et il y a deux indications, à mon avis, où on doit faire de la préservation. C'est, un, pour une raison que moi, j'ai jamais bien compris, mais que tout le monde remarque, bon, les résultats de l'AMP baissent avec l'âge, quelle que soit l'indication, mais ils baissent plus fortement en cas d'endométriose. En cas d'endométriose, au-delà de 38 ans en AMP, les résultats sont vraiment T'as vu Fatih dans le JAMA qu'on a montré, très mauvais. elles ont enfin, pas des ménopauses précoces, mais elles ont des défaillances ovariennes plus tôt que les autres, ça c'est sûr. Donc ça, il faut tenir compte de l'âge. Donc lorsqu'on a une femme qui retarde, là, à un moment, il faut faire la préservation de la fertilité, après lui avoir expliqué que ça serait encore mieux qu'elle essaie de faire des enfants. Et alors, le deuxième élément qui est très important, c'est les endométriomes avec une question fondamentale qui est la technique chirurgicale des endométriomes. Parce que il y a des fois, il y a vraiment des saccages de l'ovaire sur des chirurgies de l'endométrium. Et par exemple, lorsqu'on a des gros endométriomes et qu'on veut faire une PMA directe ou de la préservation, peu importe, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de la chirurgie. Il y a des techniques comme les alcoolisations qui donnent de très bons résultats, qui sont extrêmement antalgiques et qui permettent d'avoir des taux de préservation, enfin des nombres d'ovocytes en préservation qui sont bien meilleurs. Donc les deux facteurs pour moi, c'est l'âge et c'est la présence d'endométrium pour aller vers cette préservation. Comme depuis 25 ou 30 ans, on est souvent dans le Merci Charles pour ton topo. Alors, juste, je rebondis sur la question de Jean-Luc. Comment l'âge de la patiente va un petit peu influencer ta stratégie de prise en charge? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le diagnostic, je dis biologique. C'est-à-dire faire un diagnostic basé sur un transcrit. Tu sais très bien que l'ARN, c'est une étape intermédiaire d'une fonction biologique et un processus moléculaire. C'est-à-dire avoir 50 copies d'un ARN messager, on ne sait pas du tout est-ce que la fonction biologique a besoin de 10 copies ou de 50 copies. Puisque je suis d'accord avec toi que l'endométriose, c'est une maladie immuno-inflammatoire systémique, est-ce que ce n'est pas plus pertinent plutôt d'aller vers un diagnostic biologique basé sur un profil de cytokines et d'interleukines? Merci. Alors, première question, l'évaluation de l'âge. Moi, j'ai donné comme consigne, je ne suis pas un dictateur dans le service, mais j'ai donné comme consigne, on n'opère pas une femme d'endométriose, c'est ce que dit Jean-Luc, quel que soit son âge, sans faire une réserve ovarienne. Et il y a même des femmes qui sont sous traitement hormonal, on les fait arrêter le traitement hormonal, elles ont peut-être mal pendant 2 cycles ou 3, et on fait un compte folliculaire, c'est quand même pas compliqué, il y a un dosage hormonal, et on ne va pas du tout gérer la patiente de la même façon en fonction de ça. Le deuxième, c'est, je n'ai pas d'action là-dedans, c'est-à-dire, aujourd'hui est en train d'arriver ce test salivé, moi je pense qu'il faut être open sur les possibilités de cette nouvelle technologie, et moi ce que je vois, c'est si ça peut nous aider à classifier, à orienter les patients, parce qu'on est débordé, on n'y arrive pas, moi je pense que c'est un bien. Et je pense aussi que, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir aussi des travaux qui vont être faits, et ça, moi je pense qu'il y aura un énorme intérêt à ces tests-là, à viser pronostic. C'est-à-dire que quand on fera un test, on aura peut-être un profil qui sera différent si la femme va récidiver, si la femme va développer un endométriome. Peut-être que les femmes qui sont infertiles n'ont pas le même profil de MI-RNA que celles qui sont infertiles. J'en sais rien. Il faut être un peu open. On verra bien ce que ça va donner. Il faut laisser les équipes y travailler. Et puis, on verra bien si ça tombe à l'eau dans 4-5 ans ou pas. Et puis, deuxièmement, les interleukines, un profil biologique inflammatoire, je ne suis absolument pas contre. Ceci étant dit, il y en a mais des papiers à l'appel qui ont fait ça. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de bons profils là-dessus. Mais c'est pareil, il ne faut pas empêcher les gens qui bossent là-dessus. Et s'il y a des gens qui viennent avec un profil inflammatoire et qu'il est bon, ben on prendra aussi.
Et il y a quand même énormément de papiers qui ont été faits là-dessus. Hein. Tu vois, tu te rappelles la revue de la littérature là, dans Human Reproduction Update avec ce fameux schéma là, avec toutes les flèches partout, tous les marqueurs qui ont été testés. Bon, pour le moment, ça semble pas sortir, mais peut-être qu'il pareil, il faut laisser les gens travailler. On va prendre une dernière question. Oui, enfin, c'est plus une remarque qu'une question. Charles, merci et bravo pour cette présentation complète et comme d'habitude très claire et très riche. Je partage avec toi la plupart de ce que tu as dit. Cependant, je pense que même malgré tout ce que tu as dit aujourd'hui, on opère encore trop de patients endométriosiques. Et ça, on n'arrive pas à le faire diminuer, mais j'espère en tout cas qu'à l'avenir, on va y arriver. Ce qu'il faut dire, on prend en charge une symptomatologie et on ne prend pas en charge une endométriose, on ne prend pas en charge une pathologie. Ce n'est pas parce qu'elle a une endométriose qui est pas algique, qui n'est pas responsable d'infertilité, qui n'a pas des lésions très importantes, qu'il faut la traiter ou qu'il faut la diagnostiquer. La patiente ne dit rien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour nous, on opère de moins en moins. Et on a commencé ça il y a 10 ans. C'est-à-dire que sur plus de 10 000 patients pris en charge depuis 15 ans dans le service, on a fait 15 résections larges. Ceci étant, il ne faut pas oublier, comme l'a dit Jean-Luc, en permanence de prendre en considération l'âge et l'AMH. C'est surtout ça, je veux dire que la patiente qui a 18 ans, qui a 20 ans, qui a une petite lésion endométriose parce qu'il y a un épaississement de ligaments hétérosacrés, il faut la laisser tranquille. Et c'est là où je ne sais pas comment on va placer ce nouveau test, dans quelles indications, parce que c'est très important de ne pas le généraliser. Et la patiente qui n'a aucune symptomatologie à 20 ans, il ne faut surtout pas lui dire qu'elle a de l'endométriose, parce que si on lui dit qu'elle a de l'endométriose, elle va commencer à avoir mal et peut-être elle va devenir cologique. Et une dernière chose, le nombre de patientes qui ont de l'endométriose et qui sont enceintes spontanément, c'est la majorité. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, je ne peux pas dire le contraire. Non, je crois que ce à quoi on peut travailler, les médecins comme Jean-Luc, comme toi, qui sont convaincus de cette évolution-là, c'est, moi je vois bien, ça froisse mes collègues qui sont plutôt avec une orientation chirurgicale. Et il faut informer les malades. Et c'est pour ça qu'on a travaillé à... Bon, ça ne va pas aussi vite que je voudrais, ce n'est pas les résultats que j'aurais souhaité, à cette application Luna qui est destinée donc aux patients. On a mis gratuitement le score dedans, etc. Et donc maintenant, dans un second temps, il faut leur donner des informations scientifiques. Elles sont tout à fait capables de comprendre ce qu'on a. Et quand un gars va lui dire, attendez, j'ai vu une fois une patiente, il y a 15 jours, elle avait 25 ans, elle était accompagnée par sa mère, elle avait été opérée 16 fois à maman. Bon. Donc, les femmes, quand on va leur dire qu'avant, pas qu'il ne faut pas les opérer, je pense qu'elles seront toutes opérées. Bon, il faut les opérer moins et au bon moment. Et bien, si tu dis ça aux femmes dans une application, elles vont comprendre, mais quand elles vont aller chez le gynécologue, attendez, là, on m'a dit qu'il fallait faire attention. Je voudrais une AMH avant d'être opérée. Tu vas voir que ça va changer. Nous, il y a plein de patientes qu'on ne voit pas, parce que pour le moment, la préservation de la fertilité, par exemple, on l'a fait que dans 4-5 centres, donc à Paris. Bon, et puis tu as des gars, si elle vient donc à Cochin, bon ben... Enfin, moi, je dis, c'est un information normal. Les gars, il y a pas normal. Patiente. Et il faut donner l'information aux patients. Je suis intimement convaincu de ça. Si elle a une AMH normale, c'est un CFA normal, je ne vois pas pourquoi il faut faire une préservation de la fertilité. Et si elle en revanche, si elle est plus âgée, elle commence à avoir une insuffisance ovarienne, là, de toute façon, il y a l'âge qui est quand même... L'âge et l'endométriose, je suis pour d'accord. Ce sont deux maladies qui vont récidiver quand même. Merci pour votre endurance. Merci. Et on va arrêter. Oui, une pause café.